Depuis le début du 17e siècle, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, des centaines de valeureux bâtisseurs colonisent un nouveau monde en terre d'Amérique, la Nouvelle-France. Les courts étés limitant le temps des constructions, l'intendant de la colonie cherche à faire progresser les travaux sur différents ouvrages avant l'arrivée de l'hiver. Il propose alors aux ingénieurs de projet d'intensifier leurs efforts avant que la neige ne recouvre définitivement les chantiers. Le plus méritant se verra conférer par le gouverneur de la colonie le titre prestigieux d'ingénieur du roi et dirigera dès lors l'ensemble des constructions en Nouvelle-France. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Comme vous le savez, sur notre chaîne, on aime beaucoup encourager les projets d'ici, surtout lorsqu'on est convaincu que le projet en question est voué au succès international. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter une vidéo des règles de Nouvelle-France, un jeu de Jacques-Dominique Landry qui débarquera sur Kickstarter dans quelques mois au courant de l'année 2019. Alors, c'est à surveiller, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les règles du jeu. Lors de la mise en place, vous aurez à assembler et à placer la piste de pointage sur laquelle tous les joueurs vont pouvoir venir placer leur marqueur de points sur l'emplacement indiquant 0. Dans chacun de ces emplacements libres, nous allons placer l'un des 3 ouvrages que nous aurons à construire pendant la partie, le moulin, l'église et la redoute militaire. Dans chacun de ces ouvrages, nous allons placer le personnage correspondant, soit le prêtre, le militaire et évidemment le colon. Nous allons par la suite ramasser les 3 bâtonnets indicateurs de pointage que nous allons mélanger et de façon aléatoire, nous allons en apposer un près de chacun des ouvrages. Par la suite, vous allez consulter la couleur qui est au sommet du bâtonnet et vous allez associer la rondelle correspondante au personnage. Dans ce cas-ci, la rondelle grise viendrait juste ici, la brune pour le prêtre et la verte pour le colon. Une fois que cette mise en place est effectuée autour de la piste de pointage, nous allons procéder à la mise en place juste à côté. Dans un coin de la table, je vous recommande fortement de garder à portée de main les différentes plaquettes tombées de neige. Nous avons des grosses pièces qui représentent le premier étage de neige qui tombera autour de nos bâtiments ouvrages à un certain point pendant la partie et les petites pièces qui représentent le second étage de neige qui va venir s'apposer sur le dessus. Alors, je vous recommande de les conserver à portée de main par taille, tout simplement les grosses ensemble et les petites. Et puisqu'on est dans la mise en place à côté du plateau, eh bien, je peux vous parler tout de suite également des différents éléments que les joueurs vont récupérer, entre autres les 3 alliés qui représentent des personnages comme le Huron, la fille du roi et le coureur des bois, auxquels les joueurs pourront, s'ils le désirent, faire appel pendant la partie pour bénéficier de différents avantages et ils vont également récupérer 3 pièces de construction bonus. La dernière étape de la mise en place est de préparer la réserve de pièces de construction ainsi que le paquet de cartes correspondant. Nous avons ici la bande d'identification qui nous indique les 9 différents types de pièces de construction qu'il sera possible de récupérer pendant la partie. Nous avons donc différentes formes, différents agencements de couleurs. Laissez-moi compléter la zone de pièces de construction. Voici donc la mise en place suggérée pour ce qui est de la réserve des pièces de construction. La dernière étape qui nous reste à faire, c'est la construction du paquet de cartes correspondant. Donc, parmi toutes les cartes auxquelles vous avez accès, vous allez composer 6 différents petits paquets. Le premier étant constitué de 11 cartes et tous les autres de 5 cartes. Vous allez par la suite utiliser les cartes flocons de neige qu'il vous reste en main. Vous allez en insérer un dans le 2e paquet et le mélanger et faire la même chose avec le 4e et le 6e paquet. Une fois que ces paquets auront été mélangés, vous allez constituer la pioche en vous assurant que le 6e paquet est celui du dessous, par-dessus lequel nous allons ajouter le 5e, le 4e, le 3e et vous l'aurez deviné, le 2e et le premier
Comme ça, nous avons une indication approximative au sujet de l'emplacement des 3 flocons de neige. Une fois que c'est fait, nous allons piocher les 2 premières cartes du paquet et nous allons les placer sur les pièces correspondantes. Il est possible que ces pièces soient les mêmes et une fois que c'est fait, nous sommes prêts à débuter la partie. Le tour de jeu d'un joueur est très simple et est constitué de 3 étapes distinctes. La première, c'est tout simple, on pioche une carte du paquet et on la pose sur la pièce correspondante. Chacune de ces pièces qui est indiquée avec une carte représente les différentes pièces qui sont à la disposition du joueur pour son tour. La deuxième phase, il doit sélectionner l'une des pièces qui sont disponibles pour lui, n'importe laquelle parmi ces 3 catégories, et doit la poser sur l'un des ouvrages du plateau. Alors par exemple, le joueur pourrait décider de sélectionner cette pièce du type escalier et il va tout d'abord défausser la carte pour indiquer que c'est le choix qu'il a fait. Et allons voir du côté des ouvrages maintenant. Donc la deuxième phase de jeu, comme je vous l'indiquais, c'est la pose des pièces de construction qui ont été sélectionnées par le joueur actif sur l'un des 3 ouvrages disponibles. Donc les ouvrages n'appartiennent à personne, ce sont des constructions communes. Le joueur doit prendre sa pièce et la poser sur les petites tuiles qui composent le contour des ouvrages. Par contre, il existe 4 règles de pose. La première, c'est qu'on doit toujours considérer que les pièces tombent du ciel. On fait comme si elles tombaient des airs, un peu à la Tetris. Il est donc interdit formellement d'insérer ou de glisser une pièce sous une forme qui aurait déjà été mise en place. Par la suite, la pièce ne peut pas dépasser, vue de haut, les dalles de l'ouvrage. Donc on voit les dalles qui sont juste ici. Ce serait donc impossible pour moi, puisque l'emplacement juste ici n'est pas une dalle, de faire dépasser l'un des segments de mon bloc sur l'extérieur du contour. La troisième règle, c'est que les différents ouvrages ne peuvent pas avoir des sections allant à une hauteur de plus de 3 cubes. Donc présentement, c'est un peu difficile pour vous de voir l'aspect tridimensionnel. Je vais essayer de corriger ça dans la vidéo, mais on remarque que l'escalier, tout dépendant comment il est posé, peut prendre 1 cube de haut, comme il peut en prendre 3 si je le place comme ça à la verticale. Dans ce cas-ci, ce segment serait vraiment à la hauteur maximum que je pourrais construire. Et finalement, la 4e restriction, c'est que la pièce que je place doit pouvoir se tenir d'elle-même. Elle ne doit pas être en appui sur une autre pièce ou un peu plus tard sur la neige qui va être placée autour de l'ouvrage pour tenir. Donc présentement, l'escalier tient par lui-même si je le mets dans cette position, mais si je le plaçais plutôt sur ce côté-ci, ça ne tient pas, ce ne serait donc pas un placement qui serait possible. Donc, une fois que le joueur a sélectionné un emplacement pour placer sa pièce, comme ceci, parfait, ça respecte toutes les règles que je viens de mentionner, c'est le temps de procéder à la 3e phase de son tour, c'est-à-dire le décompte des points. Pour ce qui est du décompte à la fin du tour d'un joueur, nous allons seulement considérer la pièce qui vient d'être placée et à partir de celle-ci, seulement le joueur actif va recevoir 1 point par cube de sa couleur qui est présent sur la pièce en question qui vient d'être positionnée et de tous les autres cubes de sa couleur qui partagent également une face qui est en contact avec celle qui vient d'être placée. Dans ce cas-ci, en début de partie, nous considérons que la pièce est seule. Le joueur bleu a 2 cubes qui sont placés face à face. Ça lui vaut donc 2 points. Les autres joueurs ne font aucun point de victoire puisque ce n'est pas à leur tour. Évidemment, il sera possible dans les tours prochains pour un joueur de décider de créer une espèce de réaction en chaîne en venant placer un cube et en y agençant l'une des faces de sa couleur à des cubes de sa couleur qui étaient déjà présents en effectuant un placement comme ceci. Si c'est au tour du joueur bleu, il viendrait marquer 1, 2, 3 points supplémentaires aux 2 qu'il a marqués précédemment, puisque le cube qu'il vient de placer est adjacent à 2 autres cubes de sa couleur qui partagent une face. Afin de vous montrer un meilleur aperçu de la construction d'un ouvrage et de l'aspect tridimensionnel, laissez-moi placer quelques cubes autour du moulin
pour vous donner vraiment un aperçu de ce à quoi la construction pourrait ressembler en respectant les différentes règles que nous avons énoncées un peu plus tôt. Évidemment, peut-être que le placement que je suis en train d'effectuer ne serait pas optimum pour chacun des joueurs et on considère également que les joueurs pourraient décider de construire sur n'importe quel ouvrage, non pas à construire continuellement sur le même. Nous n'avons pas non plus toujours à être en contact avec une pièce qui avait été placé préalablement. On peut très bien décider d'aller tout seul dans notre coin de l'ouvrage. Toujours concernant les règles de pose, je dois vous préciser que la redoute militaire contient 2 cases spéciales avec des angles à 45 degrés. Alors, pour ce qui est de la redoute et de ces 2 cases, nous allons les considérer comme une seule et même case, celle-ci qui se chevauche. Et ça nous amènera à des situations où certaines pièces pourront être placées de cette façon exceptionnellement. Et dans un tel placement, nous allons considérer que les 3 faces de carré brun, juste ici, les pièces brunes, sont adjacentes, même si elles ne se touchent pas physiquement. Donc, attention à ces placements. À n'importe quel moment durant la partie, aussitôt qu'un joueur vient poser une pièce qui complète la construction d'un ouvrage, c'est-à-dire qui vient recouvrir les quelques tuiles restantes de cette façon, par exemple, dès que la construction est complétée, donc toutes les tuiles sont recouvertes d'un point de vue aérien, le joueur qui a effectué ce placement vient récupérer le personnage correspondant au lieu. Il va donc marquer des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. À 3 moments bien précis durant la partie, un joueur peut renoncer à piocher une carte du paquet pour, à la place, placer l'une de ces pièces construction sur l'un des ouvrages disponibles. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous indiquerai quels sont ces moments précis. Donc, le joueur pourrait décider de renoncer à piocher une carte pour placer sa cheville sur n'importe quel des emplacements qui sont légaux en respectant les règles habituelles et marquer le nombre de points qu'il ferait avec un tel placement. Lorsque le premier flocon est tiré de la pioche, on procède au décompte de points pour ce qui est de l'étage inférieur de chacun des ouvrages, donc c'est-à-dire tous les cubes qui se retrouvent sur le premier étage. On en compte le nombre et par la suite, nous allons nous référer au petit bâtonnet indicateur que nous avions mis en place au début de la partie. Chacune des faces est associée à un étage, premier, deuxième et troisième, et chacune des faces a également un icône différent. Dans le cas du moulin, cette icône nous indique que nous allons comptabiliser combien de cubes de notre couleur se trouvent au premier étage et nous allons perdre ce nombre de points. Donc, pour ce qui est du joueur bleu, dans ce cas-ci, il est bien important de regarder sous tous les angles notre ouvrage juste ici et on constate que le joueur bleu devrait perdre 4 points. Nous allons procéder ainsi pour tous les joueurs pour le moulin. Par la suite, nous allons, une fois que nous aurons ajusté les points, ajouter les jolies plaquettes de neige en faisant bien attention de ne pas déplacer les cubes qui sont déjà en place. Nous allons l'assembler et voilà. Nous allons par la suite procéder au même décompte pour ce qui est de l'église et de la redoute militaire. Comme vous l'avez deviné, chacun des ouvrages a un bâtonnet indicateur qui est différent. Donc, pour ce qui est de la redoute, en consultant encore une fois le premier étage, nous allons comptabiliser combien de cubes de notre couleur nous avons et nous allons marquer ce nombre de points. Et un peu plus loin pour l'église, eh bien, le bâtonnet indicateur nous indique que pour ce qui est du premier décompte, nous comptabiliserions le nombre de faces que nous avons, de cubes que nous avons au premier étage, nous allons le multiplier par 2 et c'est ce nombre de points qui sera ajouté à notre décompte. Que se passera-t-il lorsque le second flocon sera pioché du paquet? Eh bien, même principe, nous allons suspendre le temps temporairement et nous allons procéder au second décompte en consultant le deuxième étage de chaque ouvrage ainsi que le bâtonnet indicateur. On remarque maintenant que plutôt que de soustraire des points, nous allons marquer le double de tous les cubes que nous avons positionnés au deuxième étage et une fois que nous avons procédé, nous plaçons
le second étage de neige. Mais à quoi servent ces jolies plaquettes? Eh bien, à partir du moment où un étage de neige a été ajouté, toutes les faces, tous les cubes qui se trouvent sous la neige, dans ce cas-ci l'étage 1 et l'étage 2, sont annulés. Leur valeur ne vous rapportera absolument rien. À partir de maintenant, si vous positionnez n'importe quel pièce de construction et que ces cubes seraient positionnés de façon face à face à la pièce que vous viendriez de placer, eh bien ceux-ci valent 0. Un autre élément à garder en tête, c'est que lors de la mise en place, les joueurs ont récupéré ces pièces de construction bonus. Eh bien, on ne peut pas les jouer nécessairement n'importe quand pendant la partie. Le cube unique juste ici représente en fait la cheville. Ce cube peut être uniquement placé tant et aussi longtemps que le premier flocon n'est pas arrivé en jeu. Dès que l'arrivée de la neige s'est fait, eh bien, tous les joueurs qui n'ont pas déjà placé leur cheville la perdent pour la partie. Et c'est le même principe une fois que le premier flocon est arrivé. À partir de ce moment, les joueurs peuvent décider d'utiliser leur pieu, qui est la pièce de construction à 2 cubes. Mais dès que le deuxième flocon arrive en jeu, ceux qui ne l'ont pas utilisé vont la perdre. Et évidemment, vous avez compris que à ce moment-ci, les joueurs ont jusqu'à l'arrivée du troisième flocon pour placer leur poutre. Sinon, ils en perdent l'utilité tout simplement. Au début de la partie, les joueurs avaient récupéré 3 jetons alliés qui représentent différents pouvoirs auxquels ils pourront avoir accès. 2 de ces personnages seront actifs durant leur tour, alors que l'autre pourra être utilisé dans le tour d'un autre joueur. Le premier est le Huron. Grâce à son sens de l'observation accru, le Huron, lorsqu'on décide de l'utiliser, pourra consulter les 3 premières cartes de la pioche de façon secrète et les disposer dans l'ordre qui lui convient le mieux. Par la suite, le joueur va replacer les cartes sur le dessus du paquet et va continuer son tour normalement en piochant la carte qu'il se sera placée sur le dessus. La fille du roi peut être utilisée après un placement particulièrement lucratif. Un joueur pourrait décider de l'utiliser puisque les filles du roi étaient débarquées en Nouvelle-France afin de faire croître la population. Eh bien, celle-ci, lorsqu'elle sera utilisée, va faire doubler le nombre de points pour ce qui est du décompte actuel du joueur actif. Et finalement, le coureur des bois est un ratoureux profiteur un peu. Alors, lorsqu'un autre joueur va effectuer un placement particulièrement avantageux et va marquer beaucoup de points, le premier joueur autour de la table à crier « Coureur des bois » et à retourner son allié pourra marquer la moitié des points que l'adversaire vient de marquer. Évidemment, la moitié des points qu'il va récupérer de cette façon ne considère pas le bonus de la fille du roi si l'adversaire avait décidé de l'utiliser à ce moment. À chaque arrivée d'un flocon, après le décompte des points, tous les joueurs qui ont utilisé des alliés peuvent les remettre actifs pour ce qui est de la nouvelle manche qui se prépare. Une fois que nous avons atteint les 6 dernières cartes du paquet, le troisième et dernier flocon peut faire surface à tout instant. Dès que le flocon apparaît, c'est la fin de la partie. Le joueur actif n'aura pas l'opportunité de compléter son tour. Nous allons donc procéder au décompte habituel en se référant à chacun des bâtonnets indicateurs pour ce qui est du troisième étage de chaque ouvrage. Nous allons additionner ou soustraire ces points à notre piste de pointage. Par la suite, nous allons consulter si les joueurs ont réussi à récupérer différents personnages. Si c'est le cas, nous allons additionner la valeur de ceux-ci aux points qu'ils auront accumulés. Et à partir de ce moment, celui avec le plus grand nombre de points est déclaré ingénieur du roi. Et voilà pour ce qui est des règles de Nouvelle-France. Et si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil à la vidéo de ma critique pour en savoir un peu plus sur mes expériences de jeu avec le prototype de Nouvelle-France dans des configurations à 2, à 3 et à 4 joueurs. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un œil. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.